Bonjour et bienvenue sur Fuguropop. On reçoit Antoine et Guillaume de retour pour parler de la saison 2 et la saison 1 aussi un peu certainement de The Mandalorian qui vient de se terminer sur Disney+. Alors, je vous remercie d'être présents ce soir, Antoine et Guillaume. Comment allez-vous? Toi? Ça va, ça va. Bon, Bonsoir, tout va bien, ouais. bien remis de cette saison épique du Mandalorian? Oh bah il n'y avait pas besoin de s'en remettre, hein, c'est plutôt c'était plutôt agréable à suivre et c'était un petit peu effectivement, il y avait beaucoup de d'émotions sur le dernier épisode, même sur ceux d'avant. Il n'y avait pas besoin d'en remettre, c'était très agréable à regarder cette fin de saison. Ouais. Bah, très bien, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Je préviens juste qu'on sera en full mode spoiler ce soir. Donc, comme la dernière fois, c'est pas la peine si vous n'avez pas vu la série de vous intéresser trop à ce qu'on dit parce que ça risque de vous gâcher le plaisir de la découverte. Et donc voilà, alors, on va commencer un peu dans l'idée de ce qu'a pu dire Guillaume. Comment on peut résumer en une phrase ce que vous a inspiré cette saison 2 de The Mandalorian? Si on veut faire le lien avec la une aussi, on peut aussi parler de deux. Allez. Antoine. En une phrase, je dirais on raccroche les wagons, mais intelligemment et sans bouder notre plaisir. On joue, on s'amuse, on sent que les réalisateurs ont pris du plaisir et les spectateurs aussi. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que tu as dit précédemment pour rentrer peut-être plus sur... Bah, en fait, le raccrochage, c'est un bon mot, je trouve, qu'Antoine a choisi. Parce qu'effectivement, ça raccroche avec la trilogie originale, mais aussi avec la post-lo et avec l'après-lo. Et t'as l'impression qu'ils se sont fait plaisir, ils ont voulu en donner à tout le monde, et surtout, en fait, faire des échos à tout. On retrouve, on y va full spoiler, hein, mais Ouais. on a les phrases de l'épisode 8 de Luke qui disait que c'était une légende qui ont été montrées. Voilà. Et ça fait plaisir, ça. Oui, on a les phrases de l'attaque des clones, on a des réminiscences visuelles bon, on en a déjà parlé, hein, mais d'Indiana Jones, même effectivement la culture Lucasfilm, quoi. Hein, on s'arrête même pas au film Star Wars, quoi. Mais et puis on a Rogue One évidemment avec, je crois que ça circule à fond sur les réseaux sociaux des parallélismes de formes visuelles. On passe d'un laser rouge à un laser vert, hein, très clairement. Bon, voilà, quoi. On est vraiment là dans le fan service, mais je trouve ça fait intelligemment, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit oh non, quand même pas, c'est un peu énorme. Et puis, bon, enfin, j'ai quelques critiques quand même, hein, évidemment, mais globalement, on est conquis, quoi. On joue, et on est toujours assez surpris, assez bluffé par l'intelligence, je trouve, du réalisateur qui est derrière tout ça, quoi. Qui fait ça vraiment très intelligemment. Alors, c'est marrant parce que vous évoquiez à chaque fois, enfin tous les deux, le fait de raccrocher. Si je me rappelle bien, dans nos échanges précédents, on avait quand même cette petite crainte qu'ils veuillent tout raccrocher à tout prix et que ça fasse espèce de gloubi-boulga avec une forme de grande petit It's a small world after all dans la galaxie lointaine. Finalement, ça passe. Ça passe parce qu'ils n'ont pas remis une couche de Throne. Ça aurait commencé à faire beaucoup, je pense. C'est pour la saison 3. Il y aurait eu Throne, il y aurait encore eu Ahsoka à la fin, plus Luke, plus Boba. Là, ça aurait fait vraiment beaucoup de monde. Mais ils nous Plus ont donné un Ezra. petit peu. Ouais, ça aurait fait beaucoup. Ça passe bien aussi parce que, comme toujours avec Star Wars, en dévoilant, en fait, on rajoute finalement du mystère. C'est-à-dire que on finit la saison avec encore plein de questions pas résolues, parce que justement, on connaît la suite, on connaît l'épisode 8 où évidemment il y a pas Grogu, il n'y a pas bébé Yoda, ou alors on l'a pas vu. Ou alors il va être ajouté en numérique et alors là par contre tous aux abris, mais ce qui est pas impossible, hein. Il y a bien ces Bulba qui passent
dans le Retour du Jedi revu par Lucas sans qu'on comprenne trop pourquoi. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des zones de mystère encore sur des pans entiers. C'est ça qui est bien, c'est que on connaît pas tout et quand on regarde ce tout dernier épisode et puis qu'on enchaîne avec l'épisode 8, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Enfin, là, il y a des choses qu'on comprend pas trop, quoi. Et on va forcément, on sent que les prochains épisodes vont forcément aller à un moment vers Ben Solo, enfin bon, voilà, des personnages comme ça paraît absolument évident. Oui, complètement. Mais ce qui est quand même assez présent, là, enfin, c'est surtout la fin de la saison qui y fait penser, mais entre la suite, le retour de Boba Fett, le retour de Luke Skywalker, on a quand même un sentiment sur cette fin de saison qu'on assiste à une suite du retour du Jedi, plus qu'à une série autonome. Alors, c'est un des petits bémols que j'avais justement à propos de la fin de la saison. Et c'est bizarre hein, parce que ça fait en même temps énormément plaisir. En fait, j'adorais beaucoup le fait que le Mando ait ses propres aventures et soit éloigné de tout le monde. Et je suis un petit peu déçu que ça se raccroche avec tout, mais ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère qu'il va quand même avoir ses propres aventures maintenant qu'il s'est séparé de Grogu, qu'on va pas revoir Luke toutes les 2 secondes. Ça me ferait plaisir, mais je pense que narrativement, ça serait un peu trop faiblard. Bah, C'est ça dommage manquera d'avoir d'enjeu créé. Ouais, ça s'il a manquera pas. d'enjeu. Ouais, si à chaque fois, tout est raccroché à un personnage qu'on connaît, c'est un peu dommage. On va pas gâcher notre plaisir, hein, mais j'espère que ça va s'en éloigner. Et avec les annonces qu'on a eues là de Lucasfilm, en théorie, on ne devrait pas revoir Ahsoka non plus toutes les 2 secondes, puisqu'elle aura sa propre série, il y aura The Book of Boba. En théorie, en fait, ça devrait faire sur peut-être des crossovers de temps en temps avec les personnages qui se croisent, mais chacun vivra ses aventures par-ci par-là. Ouais, Mm. je suis tout à fait d'accord Voilà. avec Guillaume. Euh, on sent que le Mandalorien peut, maintenant que... Bon, alors il y aura toute l'histoire avec son casque, mais c'est pas la mission Grogu, pour moi, elle est finie. Et si on voit chaque épisode comme finalement des missions pour aller vers une quête, et bon, bah, voilà, en 2 saisons, Grogu maintenant est dans les bras de Luke Skywalker. Et le Mandalorien, il va aller vivre d'autres aventures. Est-ce qu'il va pas se retrouver sur Bespin et croiser Lando? Enfin, tout est possible, quoi. On se dit, il va y avoir des trucs ouverts assez phénoménaux avec l'inventivité de Favreau. Moi, je suis pas du tout certain qu'on voit Grogu. Enfin, on va le croiser parce que là, pour le coup, les fans vont le réclamer à un moment, mais euh, est-ce qu'il aura droit à sa propre série? Peut-être, on ne sait pas, puisque bon, la série sur Boba Fett, c'était une surprise, elle n'était pas annoncée Mm. alors que Lucasfilm a fait ses révélations. Donc bon, peut-être qu'on aura d'autres surprises de ce style, c'est possible. C'est un vrai sujet. Comment je pense plus à Disney qui a découvert à la fois, on a l'impression, une espèce de martingale avec le duo Favreau-Filoni pour créer du contenu Star Wars à valeur ajoutée et qui satisfait à la fois les fans et le grand public en introduisant des éléments de mignonitude comme le bébé Yoda Grogu. Ça, ça, ça va être une équation pas facile parce qu'il va falloir pour eux accepter de mettre de côté un asset, un élément comptable très positif pour partir sur des trucs plus probablement moins grand public, parce que si on imagine par exemple que les aventures de Din Djarin après c'est de partir à la recherche enfin de reconquérir Mandalore, qui garde le sabre noir avec Bo-Katan, ça va pas du tout être vendeur autant que le mignon bébé Yoda de Que 5 les ans de guerre, aventures quoi. de Grogu, ouais. Ouais. Et là, bon, après, bon, faut avouer quand même que Favreau et Filoni ont réussi à la fois à faire du très grand public
et à faire du fan service pur. Parce que bon, Luke Skywalker, je le considère pas vraiment comme du fan service pur. Là, on est vraiment sur du grand public, satisfaction grand public. Le fan service que fait Favreau et Filoni, que font Favreau et Filoni, et il est super pointu sur l'univers étendu, super pointu sur les préquels et sur la trilogie originale, avec des clins d'œil par dizaines, par épisode. C'est un gros boulot qu'ils ont réussi à faire sans que ça devienne complètement indigeste. Donc, c'est pas complètement. Ouais. Moi, je suis très impatient de voir comment ils vont se dépatouiller des enjeux économiques, financiers et puis marketing qu'il va y avoir sur les saisons à venir. Après, ouais. la saison 3, ils ont le temps. Hein, peut-être qu'ils ont besoin de développer d'autres séries pour revenir au Mandalorian. Là, c'est quand même un final qui est assez. Où franchement, on pose, quoi. On n'a pas besoin de voir la suite tout de suite, quoi. Moi, je pense que c'est une fin d'arc complet, on pourrait dire. Là. C'est comme tu disais, en fait, la quête de Grogu est terminée. Ça fait un peu bizarre de le dire parce qu'on s'était habitué à ne pas parler du Mando, mais du Mando et Grogu. Ça va être spécial. On n'est pas à l'abri d'une ellipse, même si la fin quand même de la saison amène à penser que le nouvel arc commencerait tout de suite avec la quête de Mandalore. Et pareil, ils ont les Moff Gideon qu'ils vont mettre, je sais pas où, qu'ils vont livrer à la République, le mettre en prison. Je sais pas trop comment aussi, comment ils vont se dépatouiller avec ça. Mais tout mène à penser que ça sera la prise de Mandalore, la suite, de toute façon. A priori, il reste pas grand-chose de Mandalore non plus, vu ce que racontent les personnages dans l'histoire. Mais moi, je pense qu'ils ont, ils peuvent se permettre un hiatus effectivement. Et d'ailleurs, quand on a vu apparaître The Book of Boba Fett décembre 2021, certains spectateurs se sont dit la saison 3 de Mandalorian, ça reste sur les Mandaloriens, mais c'est un autre Mandalorien. Ce serait Book of Boba Fett qui terminerait un Book of Din Djarin, qui aurait été les 2 premières saisons de la série, qui a été démenti par Lucasfilm vu qu'ils ont annoncé que c'était une série autonome, donc c'est intéressant. Moi, je suis assez content de voir que Ming-Na Wen, qui est une actrice que j'aime beaucoup, a signé et s'investit complètement dans le truc Star Wars, vu qu'elle fera le voice-over de la voix off de son personnage dans The Bad Batch, la série spin-off de Clone Wars, et elle a signé aussi pour la série Boba Fett. Donc a priori, elle est à fond. C'est plutôt pas mal de voir des acteurs qui s'engagent un peu sur la durée. On espère aussi que Rosario Dawson aura au-delà de sa série Ahsoka d'autres interventions dans la série, dans d'autres séries, dans d'autres médias. Parce que jusqu'à annoncer effectivement Disney et Lucasfilm au moment de la journée des investisseurs Disney, il y a de quoi faire en programme directement sur Disney+. Ils sont prévus l'artillerie lourde pour écraser la concurrence. On va enfin voir à quoi ça ressemble, parce que là, on avait eu pour l'instant que The Mandalorian. On va voir les séries Marvel, les premières qui vont sortir là. Ça va être intéressant de voir comment va réagir le public aussi sur des produits peut-être parfois formatés un peu différemment de ce qu'on attend de ce point de vue-là. Mais moi, j'étais assez content de voir cette série se terminer, enfin ces 2 saisons se terminer, même s'il y a des trucs qui m'ont chiffonné comme Bio. Mais c'est un vrai beau produit. Moi, je suis toujours bluffé par ce qu'ils ont réussi à faire. Je sais pas, et on en revient vraiment. Moi, l'analogie que vous aviez fait la dernière fois sur les jouets est super vrai. Oui, d'autant que visuellement, c'est toujours super. Franchement, même le petit final là. Bon, alors je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir raconter autour de Boba Fett, mais bon, peut-être que vous avez des idées. Mais sinon, visuellement, retrouver le palais de Jabba. On y est vraiment, quoi. Enfin, ça fait pas toc, ça fait pas numérique. Enfin, je sais pas. Je trouve que visuellement, on retrouve quelque chose qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps aussi. C'est pas les images sursaturées d'éclairs de force de l'ascension de Skywalker non plus. Non, c'est vraiment très bien, très très bien.
Voilà. Et par contre, moi, j'ai tiqué pendant un moment sur qu'est-ce que Bib Fortuna faisait là. Pour moi, il Ah était oui. mort. Donc, Ah ça fait... oui, oui. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont survécu C'est ça. du début du retour du Jedi. Là. Les Bah, moines après, Bomar sont moins consciencieux qu'on le pensait. C'est ça. ouais, après, je crois qu'il y a un comics, et puis ça correspond, enfin, il y a plein de fans qui disent que ça correspond au personnage qui, comme il les veut, il s'est échappé de. C'est ce que tu as mis, Julien, sur Fulguropop, hein, il a dû s'échapper de la barge parce qu'il est veule, il a pris du poids parce qu'il a pris le pouvoir, et puis par contre, il nourrit moins bien les Gamoréens. Après, j'ai eu un petit moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Bib Fortuna ou est-ce que c'est un autre qui lui ressemble, et puis de toute façon, Boba Fett, il prend sa place. J'ai vu ça aussi dans des commentaires de fans. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide aussi qu'il le flingue comme ça et puis qu'il prenne sa place parce que ça aurait été marrant qu'il se sauve aussi encore une fois ou bon, enfin je sais pas. Bon, mais Bon. Ouais, ça me semblerait bizarre que ça. Je pense que c'est vraiment lui. J'ai pas été regardé dans les crédits d'ailleurs, ouais. mais il y a fort à parier que c'est celui qui soit vraiment mort. Ah, c'est bizarre de Mm. l'avoir ramené comme ça pour le tuer juste derrière. Ouais. Surtout que ouais, Bib Fortuna, effectivement, il a vraiment été ramené parce que normalement, on aurait pu penser qu'il mourrait sur la barge de Jabba. Les romans, enfin le recueil de nouvelles Tales from Jabba's Palace du milieu des années 90 lui disait que bah, c'était peut-être fin des années 90 maintenant, mais et faisait, il s'était sauvé et qu'il avait été décérébré et son cerveau était mis dans une jarre de moine Bomar. Ouais. C'est surprenant qu'il ait été choisi comme étant héritier de Jabba, visiblement avec des moyens nettement inférieurs à ce qu'avait Jabba à la grande époque. Euh, mais c'est un personnage qui avait été rappelé un tout petit peu dans Rogue One, où parmi les combattants de Saw Gerrera, il y a un Twi'lek qui est censé être le cousin de Bib Fortuna, Ah qui a oui. une espèce de nez-cou toute desséché, là. Faut que je retrouve le visuel. Mais bon, il y a le personnage fait pas long feu, hein, pour le coup. Lui, il reste pas longtemps sur le trône qu'on a introduit. Le trône avec les deux rancors sur les côtés, qui est Ouais. un hommage intéressant aussi. Et puis avec la danseuse qui essaye de tirer sa chaîne, un peu comme Oula la faisait au tout début du Retour de Jedi. Je trouve ça, il y a des trucs qui sont très très bien faits, qui rappellent le Retour de Jedi de façon intelligente. Et ce set, ce décor du palais de Jabba, il est extraordinaire. Je me suis demandé comment ils avaient fait reconstruire le set, ou même partiellement refait. Enfin bon, en tout cas, il y a eu du travail de fait derrière ça, et pas simplement un truc comme toi, tu pouvais le craindre toi aussi, Antoine. C'est un sacré plateau qu'ils ont refait. Ah, ça Oui, sent puis les fans derrière au décor, à la direction artistique. C'est vraiment la Mm. même. En fait, c'est l'ambiance telle qu'on l'imaginait. Pas forcément telle qu'elle était, mais comme on est beaucoup à avoir imaginé en grandissant avec. C'est ça qui est fort en fait. Ils ont non, réussi à puis faire à une ouais, espèce d'imagination collective qu'on avait sur le palais de Jabba. Mm. puis on sent que le décor il va resservir, on va le revoir de toute façon. Donc Ah c'est bah ça aussi ça c'est paraît juste. absolument évident. Donc on est même impatient quoi. Moi je me suis demandé si on n'allait pas le revoir même enfin assez vite. Enfin franchement cette fin je me suis dit mais c'est dingue quoi. On retourne dans le palais de Jabba, le coup de l'escalier, la nana elle descend exactement comme Bush, donc Mm. la princesse Leia dans le Retour de Jedi. Enfin bon c'est super bluffant quoi. Non, c'est très agréable. Il y avait Ouais, même, ils ont même gardé les consoles là, qui sont sur le côté de l'escalier. Ils ont tout vraiment, le barbecue derrière, tout quoi. Ouais, ouais. faut juste que ouais, ils nourrissent un peu plus les gardes gamoréens et puis. Ceci dit, je m'étais fait la même remarque sur les cartes gamolériens qui étaient un peu fin pendant la scène de combat au tout début de la saison 2, dans l'arène, là. Je pense J'ai que trouvé. en fait, c'est exactement les mêmes costumes. Ouais. Alors, c'est comme si en fait ils avaient voulu en faire des différents pour la scène de la reine,
Et puis, contraintes budgétaires oblige, ils ont repris les costumes pour les recoller sur la scène post-générique. Hmm. Je pense que c'est juste à cause de ça, hein. Ils vont peut-être se remplumer d'ici 1 an. C'est probable. Après, D'ailleurs, pour tout ce que Pip Fortuné a l'air de bouffer, je pense qu'il donnait pas grand-chose aux autres, hein. oui, oui, oui. C'est pas faux. Euh, finalement, ce Mandalorien, après 2 saisons, hein, on voyait, on a parlé, hein, enfin j'en ai parlé là, des 2 saisons qui formeraient un livre de Din Djarin, mais qui a été démenti par les faits, mais c'est une cohérence de saison, enfin ces 2 saisons qui vous semblent un bon rythme pour ce genre de série, pour aller jusqu'au bout d'un arc, ou c'était un peu long, ou vous en avez pensé quoi, vous, au final? Bah, c'est encore une fois, c'est la série qui essuie les plâtres, mais qui en fait les toilette finalement très très bien Star Wars. Et je sais pas. Moi, je pense que au départ, ils avaient pensé un format comme ça d'épisodes qui ont. Bah là, on va reparler de la première saison. La première saison, moi, au tout départ, j'étais un petit peu méfiant parce que des épisodes comme ça de 20 minutes, 30 minutes, où il se passait pas grand-chose, assez linéaire avec un cow-boy solitaire qui va d'un point A à un point B. Je disais, c'est du Lucky Luke, quoi. Moi, Mm. j'avais vraiment l'impression de regarder ça. Et puis, euh, et puis finalement, bah, progressivement, s'installe quand même quelque chose, un format qui a une cohérence. Est-ce que c'était pensé dès le départ, dès la première saison, ou est-ce que, mais je sais pas, le fait de les numéroter à la suite sur 2 saisons, oui, on est peut-être quand même sur un arc narratif unique, quoi, c'est possible. Guillaume? Ouais, je sais pas. En fait, moi, j'ai eu l'impression parce que j'ai vu un changement d'ambiance en fait dans les 2 saisons, plutôt un changement de rythme ou de gestion du curseur de fan service. Donc, je vois toujours en fait la saison 1 comme un espèce de test et au vu des premières réactions qui étaient dithyrambiques, ils se sont dit bah c'est bon, maintenant on peut tout lâcher, on continue bien dans notre délire et on va plus loin. Je pense qu'ils ont, peut-être que je me trompe, hein, qu'ils ont réagi très rapidement en voyant que tout fonctionnait à fond, que Baby Yoda était la star d'Internet dès le premier épisode. Pour l'occasion encore plus. Je suis pas sûr qu'ils avaient toutes ces idées-là dès le début. Mm. Je pense qu'il y a eu Ouais. beaucoup de brainstorming rapide et d'improvisation pour donner ce qu'on a dans la saison 2. C'est ce qui est plutôt cool en fait, qu'ils aient réussi à réagir comme ça. Et en 2 saisons, conclure l'arc, je trouve ça pas mal en fait. Parce qu'on a tous des séries qu'on regarde où au bout d'un moment on se plaint parce que c'est la saison de trop entre guillemets, ou la saison où il y a tout qui part de traviole. Là, s'ils arrivent à gérer comme ça des arcs complets finis en 2 saisons, ça me paraît pas mal. Parce que si ça redescend, au moins on aura quelque chose à se remettre sous la dent pas longtemps après en fait. C'est pas mal comme rythme. Par Mm. contre, bon, à voir ce qui va se passer. Moi, en fait, la prise de Mandalore, ou de ce qui reste de Mandalore, c'est pas quelque chose qui me hype à mort. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire. Après, il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais pas non plus forcément très très chaud, comme revoir Boba, revoir Luke, revoir Ahsoka, revoir tout le monde, comme on en parlait. Puis, en fait, c'est super bien passé. Donc, je pense que les gens derrière sont pas bêtes et se posent plein de questions et arrivent à trouver des réponses bah, qui sont assez efficaces pour satisfaire, comme tu disais, Julien, le grand public et les fans. Parce que j'ai pas vu beaucoup j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu beaucoup de retours négatifs sur cette saison 2 en fait. Globalement, Euh, les gens sont assez ouais. satisfaits.
Moi, j'étais très circonspect sur les 2 premiers épisodes tout de même, hein. J'ai eu assez peur, hein, entre le coup de on ne sait pas pourquoi il va se balader sur Tatooine. Enfin, moi, j'ai toujours pas compris, hein, pourquoi il allait chercher. Et qu'après, il va chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît, qui a peut-être vu un Mandalorien, alors qu'il est censé retrouver des Jedi pour, pour leur refiler le bébé. Euh, et puis finalement, enfin, et ça tombe bien qu'il récupère l'armure auprès de Cobb Vanth parce que 2 épisodes après, bah, ça lui permet d'avoir un nouvel allié, un nouveau vaisseau et pas des moindres que c'est Boba Fett. Enfin bon, j'étais ouais, j'avais un peu voilà, j'étais très 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 réservé. Et puis à partir du troisième, quatrième épisode, j'ai trouvé que malgré le côté toujours quête secondaire qui restait présent, bah, c'était plaisant à voir et ça allait quelque part finalement. Et l'arrivée de personnages très attendus, alors pour moi comme Bo-Katan, Ahsoka Tano et ensuite Boba Fett. Et alors, je parle même pas de Luke Skywalker, parce que Luke Skywalker, c'est un rêve d'enfant, hein. On en a parlé avec plusieurs copains, notamment, ouais, je pense que je vais parler avec vous, mais Et on a oublié moi, R2 aussi. Il y a R2 à la fin. R2D2, voilà, c'est un vrai plaisir de voir le maître Jedi Skywalker qui découpe en rondelles des Dark Troopers. D'ailleurs, je pense que la seule raison pour laquelle on a introduit les Dark Troopers dans l'armée de Gideon, c'est pour pouvoir permettre de découper des trucs en morceaux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, s'il l'avait fait avec des Stormtroopers, je pense que ça aurait posé des problèmes avec Disney. Euh, mais bon, parce que depuis quelques années, même Lucas avait pris ce pari-là, hein, c'est-à-dire que on crée des armées robots parce que c'est pas cool de voir des gars se faire démembrer sur grand écran, quoi. Bah, surtout Donc, que Lucas, il est un peu fétichiste de la chose avec le nombre de membres coupés qu'il y ouais, a dans un trilo et c'est, la prélo. ouais, mais c'est toujours les Jedi qui se coupent les membres entre eux. Tu vois, ils coupent pas des Ouais. gens. Bah, Il y a un côté. il y avait aussi du coup un petit côté, moi ça m'a fait penser au Cylon, je sais pas comment on dit prononcer, les Cylons dans Oui, Galactica aussi, les Dark Troopers, leur façon d'avancer avec les yeux qui brillent et saccadés là, il y a un côté très rétro aussi, j'ai bien apprécié visuellement. Alors, moi, moi, j'ai pas oui. trop aimé leur design en fait, à part le Ah ouais? casque qui faisait un petit peu Warhammer, je trouve. Il fait rappeler aussi un petit peu les anciens comics. J'ai trouvé qu'au niveau du corps et au niveau de même de des, euh, des jetpacks qu'ils avaient pas, donc c'est-à-dire ils volaient à la Iron Man, ça m'a sorti un petit peu. Non, en fait, au niveau design et au niveau façon qu'ils ont de voler, de se mouvoir, bah, j'étais un petit peu déçu, moi. En vrai, c'est pas Ah une ouais. énorme déception non plus, mais donc c'est pas les éléments qui m'ont le plus marqué dans cette saison 2. Moi, j'étais content que Luc les défonce, ouais, Ouais, moi, globalement. j'ai trouvé toute la scène de combat avec Din Djarin assez, comment dire, ouais, il y a toute une, enfin voilà, quoi, il y a des mecs qui sont pile poil devant une trappe, et donc on ouvre la trappe et hop, on se débarrasse du problème pendant un temps, certes, mais on se débarrasse du problème des dizaines de Dark Troopers qui avançaient comme des Terminators sur leur proie. Moi, ça m'a saoulé un peu, ouais, le côté un peu menace, qu'on n'arrive pas à stopper et qu'on met 3 jours dont on met 3 jours à se débarrasser. Heureusement qu'on avait une lance en Beskar et qu'on avait, enfin, voilà. Et avec le côté, le weak point, la faiblesse qui apparaît comme dans un jeu vidéo quand il l'a chauffé au lance-flamme sur le coup, euh, un peu comme l'écaille de Smaug dans le Hobbit. J'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu, voilà. Mais après, ce qui m'a fait sourire sur les Dark Troopers, c'est l'espèce d'inversion qu'ils ont faite par rapport par rapport aux jeux vidéo Dark Forces. Parce que Ouais. la phase 3 dans Dark Forces, c'était un costume pour être humain. C'était l'armure du général Mock à la fin du jeu. Et là, c'est on a retiré l'humain pour en faire des androïdes, des automates, plutôt qu'une armure humaine. Donc, je trouvais ça assez rigolo, comme ça m'a fait, tiens, il y a un message derrière qu'il faudra analyser, je pense, mais on a repris le terme de phase 3, on a repris un design plus efflanqué, qui s'explique certainement par le fait que ce sont plus des armures pour mettre sur des êtres humains, et certainement que les boosters sont dans les semelles parce que on est passé à un truc tout automatisé. Ouais. Je suis pas complètement en désaccord avec toi. Moi, j'avais l'impression de voir, tu sais, les Iron légionnaires
Age of Ultron, Avengers 2. Exactement, ouais. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Le vol de stabilisation là à la fin, là, j'étais là. Ben, il y avait ça, c'est quand ils arrivent pour kidnapper Grogu. Oui, c'est ça, sur Triton, sur Typhon. Ouais, sur Typhon, ça commence, si je me souviens bien, ça commence avec leur regard et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Et après, quand on les voit débarquer et ils volent, t'as l'impression d'être devant Age of Ultron. Ça fait un peu bizarre. Ouais, C'est Jon Favreau, c'est du c'est chipotage. lui qui a réalisé les deux Iron Man, les deux premiers Iron Man. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est un peu du chipotage, mais bon, Ouais. c'est histoire de ne pas être non plus ultra positif sur tout, trouver des petits points noirs. Donc, globalement, c'est quand même du détail. Alors, en fait, on sait si c'est du placement produit pour une marque de macarons, l'épisode sur Nevarro ou pas? Il y a un truc qui est sorti chez La Durée ou chez Pierre Hermé. On ne sait toujours pas. Non, ça va sortir un jour. C'est comme le Starbucks dans Game of Thrones. Est-ce que c'était exprès? Ouais, ça fait partie des petits détails un peu bizarres. Ouais, ils peuvent pas tout réussir. Non, mais c'était quand même pas mal réussi. Au final. Surtout, on a eu Luc, hein, c'est quand même. Oui, ils auraient pu faire n'importe quoi pendant toute la saison. Le fait d'avoir Luke Skywalker en Jedi à la fin, moi j'étais content. C'est ça, le fait d'avoir Luc pendant 5 minutes, c'est complètement dingue. En plus, le fait d'avoir. Alors maintenant, ils ont une culture, oui et non, parce qu'on avait eu tout l'épisode 9 qui avait fuité, mais alors le coup de Luc à la fin du Mandalorian, j'ai On rien vu s'y passer. attendait quand même. Je m'y attendais depuis le début. Ça a été évoqué par je m'y attendais, j'y avais pensé, mais je voulais pas trop y croire. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils enlèvent sa capuche, je me disais bon, qui ça va être, qui ça... il y avait tous les indices. Quand on voit le X-Wing, on n'en voit qu'un seul, on comprend quand même. C'est ça, et surtout quand, je crois que c'est, je sais pas si c'est Cara Dune ou Bo-Katan ou l'autre Mandalorienne qui disent un seul X-Wing, ça va faire juste. Alors on comprend, Non, mais moi ça fait quoi ça? J'avais envie de voir ça depuis, je sais pas, 30 ans. Donc, au bout d'un moment, mon cerveau se disait, bon, avait admis que ce serait plus possible, que ça n'arrivera jamais. Donc oui, alors, le X-Wing. Accessoirement, il met quand même plus de 3 épisodes à comprendre qu'il peut piloter son X-Wing sans sa tenue de pilote. Hein. Oui. Oui, mais non, il remet pas la tenue. Il remet la tenue. Je me rappelle plus dans le Retour Jedi, il remet la tenue quand il est en vol, ouais. Je dans sais le Retour plus. Jedi, il se fait balader dans le Retour du Jedi en fait. Dans le Retour Jedi, il reprend le X-Wing juste sur Tatooine pour aller voir une dernière fois Yoda. Mais on le voit pas à l'intérieur du. Ouais, peut-être qu'il reste en tenue de Jedi. Non, il a son casque. Ah, je crois. Mais le casque peut-être, mais la tenue. Attends, ça va être une occasion de revoir le Retour du Jedi une nouvelle fois. Je l'ai regardé 2 fois cette semaine, mais j'ai pas plus de détails. Il dit nous allons voir un vieil ami. Oui. Et ben non, il est en tenue de pilote, ouais. Et d'ailleurs, c'est des plans de l'Empire contre-attaque qu'ils ont réutilisés. Ah ouais, je sais pas. La scène où on voit le X-Wing partir vers Dagobah, c'est exactement la même scène de l'Empire contre-attaque en fait. Oui, alors après je me suis dit c'était pas très imaginatif comme bon, qui partent de Tatooine ou de Hoth, c'était pareil quoi. Et si d'ailleurs on veut chercher les incohérences, son X-Wing normalement il l'avait laissé sur Bespin. Enfin, je crois qu'il y a un comics qui... Il y a un chasseur, son chasseur Helix qu'il a laissé sur Bespin. Des incohérences de la Trilo et de la Prélo et de la Postlo, faut mieux pas chercher. Hein. Non. Sinon, on n'a pas fini. Après, des X-Wing, ça se trouve. Hein. En un an, il peut avoir un nouveau vaisseau. Et au Mandalorian, il doit normalement retourner sur la planète où il a laissé la nana de la première saison, là. Et il va lui montrer son visage. Ah, oui. Tu penses? Tu penses? Tu penses qu'il va se lancer dans un truc à la Charline Gals et il va monter une ferme là-bas, c'est ça? C'est pas impossible, hein, quand même. Hein. Il a plus important à faire. Il faut qu'il se retrouve un vaisseau, quand même. Toute la première saison, la cohérence, c'est qu'il montre pas son visage et
et maintenant il le montre. Donc, d'ailleurs, j'avais laissé un commentaire. Moi, je me demandais s'il allait retirer son casque devant des femmes, mais bon, c'était pas forcément de très bon goût comme remarque, mais il le fait à la fin, oui. Donc la question est résolue. Oui, le fait est que alors c'est un truc qui m'avait un peu surpris sur le traitement qu'ils avaient des Mandaloriens jusqu'ici, mais l'épisode avec Bo-Katan, le premier épisode avec Bo-Katan est assez révélateur. C'est que donc il fait partie de la Death Watch, alors que Bo-Katan a fait partie des Death Watch initialement dans Clone Wars, et visiblement ils suivent une espèce de credo perverti de Mandalore, une forme de secte. Qu'il est le seul en fait avec la clique qu'il avait. Ils étaient quand même extrêmement nombreux sur Nevarro pour rester cachés dans les égouts, mais bon, personne ne les voyait sortir jamais, a priori. Et ils étaient une espèce de secte un peu extrémiste du casque de Mandalore. Et c'est marrant parce que moi j'avais pas, je me demandais d'où ça sortait ce credo, on n'en avait jamais entendu parler. Et donc on a la confirmation par Bo-Katan que c'est n'importe quoi. Bah, Et en lui, même temps, confronté à cette altérité, il prend conscience du côté tout relatif de sa propre foi. En même temps, souvenez-vous, les premières apparitions de Boba Fett, donc dans les années 80, c'était, je sais plus, il me semble même au dos des blisters et tout ça, c'était le personnage mystérieux qui ne doit jamais montrer son visage, qui porte toujours son casque, et puis bah, c'est tombé c'est parti en cacahuète, mais au départ, les personnages masqués, c'était, enfin, au tout début, moi je me souviens même les Stormtroopers, ben, on voyait pas leur visage. Dark Vador, on n'était pas censé voir son visage. Enfin, les personnages masqués, casqués, ils étaient casqués, quoi. Voilà, point barre. Enfin, c'est marrant comme évolution. Finalement, il y a pas de personnage sans casque, avec casque, où on finit pas par voir son visage à un moment ou à un autre, finalement. Alors, pour les Stormtroopers, Dark Vador et Boba Fett version années 80, on a quand même Ouais. une différence avec Din Djarin et les autres, c'est que sont pas des héros. Il n'y a pas besoin de s'identifier à eux, donc il n'y avait pas besoin. Il y avait besoin justement, je pense, d'une distanciation par rapport au personnage qui est un personnage de méchant, qui doit être un Ouais. peu obscur, mystérieux et inquiétant. Et donc ce casque permet de créer cette impression-là, cet anonymat des Stormtroopers avec l'uniformité du blanc aussi. Je pense que ça joue. Dès lors qu'on fait prendre à un personnage le rôle principal, et qu'on lui donne ce côté masqué, enfin casqué, peut-être que l'acteur dit dans son contrat qu'à un moment, il faut peut-être qu'il apparaisse parce qu'il est acteur, il n'est pas simplement porte-masque. Ouais. Tu vois, c'est pas David Prowse, donc c'est un vrai acteur qui est derrière. Désolé pour David Prowse ou pour Jeremy Bulloch, mais on a un vrai acteur avec une carrière et une gueule qui est connue au cinéma et dans les séries, donc il faudrait peut-être qu'il puisse apparaître. Ça n'a pas toujours été Pedro Pascal, hein, du coup. Comment ? Ça a fait polémique. Ça n'a pas toujours été Pedro Pascal qui a joué le Mandalorian, apparemment. C'est ça. Il y aurait des doublures qui auraient pu le remplacer facilement parce qu'on ne voit pas son visage, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, bon, c'est quand même. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que je regardais encore une fois la série et je regardais par rapport à la figurine de la SH Figuarts du Mandalorian. Je mets de côté le petit casque, mais la figurine est assez mastoc, assez volumineuse, notamment au niveau des épaules. On a l'impression qu'il porte une tenue, enfin des protections de footballeur américain. Et quand tu regardes le dernier épisode de la saison, il est taillé comme ça en fait. Le personnage, il est très très épais des épaules et taillé en V. C'est le costume, c'est le costume qui donne cet effet-là. En fait, c'est à cause des épaulettes de la nouvelle armure. Et moins cet effet-là sur son armure pourrie, mais sur l'armure full Beskar, les épaulettes lui donnent une carrure un peu too much, je trouve. Et puis l'écharpe aussi, la cape qui est rentrée sous l'armure quasiment, donc ça doit créer une épaisseur supplémentaire avant l'armure. C'est ça. Ouais. Et le premier design, la première armure le rend moins mastoc. Je trouve en fait, j'ai toujours préféré la première armure niveau silhouette. Et je trouve que celle-ci le grossit encore un peu trop, et quand il enlève son casque, c'est encore plus flagrant. En fait, dans la dernière scène où il fait ses adieux, bon goût, on sent que
ça le muscle un peu trop par rapport à Ouais, ce qu'il pourrait. c'est vrai. Ouais, son torse est trop développé, c'est sûr. C'est ça. D'accord. C'était Arnold Schwarzenegger qui devait avoir le rôle. C'est David Prowse. Et bien justement, est-ce que vous pensez qu'il va repeindre son armure? Parce que il a besoin d'un nouveau vaisseau, il a plus son gosse, il rentre en crise identitaire hein, normalement. Faut qu'il appelle Valérie Damido. Il a besoin de faire des changements dans sa vie et moi je me posais la question s'il n'allait pas repeindre son armure. Si à côté des autres Mandaloriens, ça fait un peu bizarre de le voir en full Beskar brut. Ça lui fait son identité aussi. Mais tant qu'à faire, tant qu'à changer un peu tout, je me posais la question de s'ils n'avaient pas parti dans cette voie, avec un Ouais, c'est Razor Cross possible. 2, un peu d'un poil différent, j'espère. Je Ah, sais mais il y a pas, Pour intérêt. pas revoir, si j'espère en fait. Je sais pas si j'espère. J'ai envie qu'il soit différent et j'ai pas envie non plus, parce que je m'étais attaché un peu à ce vaisseau qui était en pour miettes revendre une série de dans figurines, c'est tous une les bonne idée en épisodes tout 2. cas. Hein. Ah oui, c'est une super idée. C'est même obligatoire. Ouais. De toute façon, maintenant, il faut sortir le nouveau, le Mando avec la lance. Enfin, c'est C'est pas, ça. bah, pour les Black Series et les figures, il y a de quoi faire. Enfin, ce Ouais, sera mais surtout bon, Hasbro qui va s'embrancher là-dedans. ouais, c'est quand même très très facile et ça coûte pas cher la lance en Beskar, ça va être bien. C'est le truc donc, enfin bon, moi ça m'évitera d'acheter un truc. Non, parce que c'est vraiment, on parlait des fois de MacGuffin sur cette série ou de le Deus Ex Machina, mais la lance en Beskar, c'est quand même le truc le plus improbable et le plus idiot qui a été inventé et avec c'est exactement ce que lui fourgue comme récompense sa quête, lui rapporte comme récompense sa quête aux côtés d'Ahsoka. Et 3 épisodes plus tard, ça tombe bien, c'est le moment où il en aura besoin pour affronter Gideon Ouais. avec son Darksaber et s'en Ficelle est un servir peu comme grosse. ouais, et s'en servir comme levier pour décapiter des Dark Troopers. Sinon, et d'ailleurs, c'est le seul moment où on le voit le partir avec, comme si ça allait lui être utile sur le vaisseau. Ça tombe. Enfin bon, c'était. Ouais, bon, après, on est habitué aux ficelles un peu grosses dans Star Wars. Celle-là, Oui, elle est un peu plus grosse que les autres. Et d'ailleurs, c'est vraiment le produit de quête bizarre. vous avez remarqué que le sabre noir a l'air d'être plus costaud, ou en tout cas plus difficile à gérer qu'un sabre laser, parce que la lance en Beskar, du duel entre Ahsoka et, j'ai oublié son nom, là, la capitaine, là. Laquelle Ouais. Elsbeth. Non, c'est ça, la magistrate Elsbeth. Non La magistrate, c'est ça. La lance ne rougeoyait jamais quand Ahsoka le tapait dessus et forçait dessus, alors que le sabre noir, oui, on a l'impression que la Ah, lance va lâcher. Ah oui. c'est vrai C'est qu'elle vrai. rougit beaucoup à un moment. Ce détail était amusant, j'ai trouvé. Et je sais pas du tout si c'est, enfin, ce que ça peut effectivement vouloir dire dans les dessins animés Clone Wars et Rebels. J'ai pas l'impression que c'était très différent d'un sabre laser, mais Ouais, alors je peut-être que sais je pas me si ça a trompe. été fait intentionnellement ou pas, Ouais. mais en tout cas, ça peut jouer pour plus tard. Et je sais plus lequel de vous deux parlait du credo un petit peu qui était arrivé, qui est jusqu'au bout, qui avait été perverti en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode final, c'est que le Mando lâche complètement son credo et s'en fiche de tout, et alors que Bo-Katan, elle, se bloque pour des bêtises en fait. Ah oui, Alors c'était qu'elle hallucinant. est supposée représenter l'inverse. Ouais, complètement. Alors qu'en plus, elle a déjà récupéré une fois le Darksaber sans se battre. Oui. Enfin, quand Alice, quand Sabine Wren lui donne, elle l'a pas récupéré en combat, quoi. Elle l'a récupéré parce que l'autre lui transmet une espèce de sceptre pour régner sur Mandalore, quoi. Enfin, Oui, c'est pas très cohérent, mais c'est peut-être aussi parce que Moff Gideon insiste beaucoup dessus, peut-être, je sais pas. Je sais pas, ou alors c'est pour commencer à préparer l'inversion des deux modes de pensée du ouais, Mando et de c'est pas Bo-Katan. bête. C'est pas bête, une espèce d'intransigeance doctrinale De de, 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 chiasme. de Bo-Katan. Ouais, ça serait intéressant de voir ça. Enfin, si c'est
la suite que prend la série. série, ouais. Ça peut être. Il peut y avoir un truc à faire là-dessus. Ou ça peut devenir rapidement très chiant. Parce que chacun Aussi, avec leur propre certitude, percute certitude, et qui s'affrontent pendant des heures pour débattre du sexe des anges, ça va être sympa, mais ça fait pas une série, quoi. Le fait que Mando devienne moins chiant, oui, ça c'est bien. Cool. Si Bo-Katan devient plus chiante, bon, ouais, effectivement, il faut qu'elle devienne la méchante alors dans ces cas-là. Mais sinon, j'ai pas envie d'avoir des scènes de ménage entre les deux. C'est quoi être un vrai Mando, quoi. Ouais, Bah, on l'a eu dans la cantina avec Boba Fett, hein, sur. Ouais, ça durait 2 secondes, et puis c'était rigolo, ils se mettaient sur la gueule. Mais s'ils se mettent pas sur la gueule et que c'est que des joutes verbales, ça peut très vite devenir pénible, en fait. Surtout que j'ai pas l'impression que dans le lot, on ait beaucoup de personnages comme Tyrion dans Game of Thrones, quoi. J'ai pas l'impression qu'on est des grands penseurs et des gens capables d'avoir ce genre de débat pendant longtemps. Bah, c'est marrant que tu fasses, ça fait une transition quand même. Ce qui est beaucoup revenu quand même dans la deuxième saison, c'est le débat autour de la destruction des étoiles noires, des soldats innocents. D'ailleurs, moult bases détruites sans que ça pose de soucis à quiconque. Il y a quand même une base qui est détruite avec plein de soldats qui meurent quand même. Donc dans l'épisode où ils vont chercher les plans, là, c'est ça. Enfin, la place de Gideon, il n'y a même pas que des trucs. Il y a même des mineurs. Tu vois, à un moment, oui, des mineurs. On se demande même pourquoi il y a des mineurs alors que c'est l'endroit où ils ramènent le minerai. Mais bon. Mais pourquoi pas? Mais oui, c'est vrai. Mais non, mais il y a plein de civils. Un peu, c'est le discours de Clerks. Hein. Oui, c'est ça. Tous les ouvriers qui étaient à bord de l'Étoile Noire pendant de l'Étoile de la Mort. D'ailleurs, je remarque que Disney continue, la VO continue à maintenir, à avoir annulé le nom Étoile Noire. Hein, ça c'est le. Oui. Depuis Rogue One, c'est mon crève-cœur. Hein, après C6PO, Z6PO, C3PO et maintenant l'Étoile Noire qui s'appelle l'Étoile de la Mort. Tout fout le camp, hein, ma pauvre dame. Mais 6PO, de toute façon, ça ne part jamais vraiment, quoi. On entend dans la première saison, il y avait tout un débat sur les droïdes qui y avait moins dans la deuxième aussi. Mais ouais, non, mais à chaque fois, finalement, il règle aussi. On sent que Favreau revient aussi sur les débats entre fans, la place des droïdes en qui on peut pas avoir confiance. Ça, c'était plutôt dans la première saison. Il y a beaucoup moins de droïdes dans la deuxième. Il n'y a pas de droïde, de personnage de droïde important, si je ne m'abuse. R2D2. Ah oui, mais qu'on voit 30 secondes. Les Dark Troopers. Mais ça suffit de R2, même 30 secondes, c'est comme Luke. Ouais. Il y avait R2, ça suffit à être heureux. Par contre, tu vois, je me faisais la réflexion et j'ai honte, hein, mais quand j'ai vu l'épisode où Din Djarin revient sur son enfance et c'est assez tôt dans la série 1, mais après la scène elle est reprise dans un autre épisode où on voit qu'il fuit pendant la guerre des clones et qu'il y a les super battle droids qui le traquent et qui tuent ses parents. Et je me suis comme fait la réflexion de dire c'est cool, c'est la première fois qu'on les voit en live. J'avais complètement oublié qu'ils étaient dans les épisodes 2 et 3 de la guerre. Ah oui, quand même. Ouais. Ça faisait tellement fake dans les films de Lucas que j'avais complètement zappé. Pour moi, c'est des personnages de The Clone Wars, ces droïdes-là. Ils sont un peu plus menaçants justement dans ce flashback que dans les épisodes de la prélo. Je les trouve vraiment, j'ai l'impression que ce sont des vrais droïdes de combat dangereux, quoi. Bon, pardon pour les fans de la prélo. Mais moi j'aime beaucoup l'idée des droïdes de combat et c'est vrai que en avoir fait des trucs un peu comiques c'était sympa, mais comment dire, il y avait mieux à faire avec des espèces de machines à tuer, quoi. Ouais, ils les rendent un peu plus menaçants parce qu'ils ont fait dans le 2, mais effectivement ils n'avaient pas l'air très menaçants. Ils avaient la carrure pour, mais on les voyait pas vraiment le faire. Et puis dans le 3, ils deviennent aussi ridicules que les autres, quoi. Quand ils soulèvent et qu'ils donnent des coups de pied dans R2D2,
J'avais oublié cette scène. Dans le hangar, là, c'est quand même, c'est quand même le summum du cinéma, quoi. Faudrait les revoir ces épisodes. Je pense ils ont dû un peu vieillir quand même. Hein. Mais C'est quoi, le 2 et possible. le 3? Enfin, la prélogie, on va dire. Hein. Ouais, ah bah, visuellement, Ah ils ouais. ont excessivement vieilli. Moi, je me faisais encore la réflexion l'autre jour que il y avait un monde entre les films de Peter Jackson qui n'ont pas du tout vieilli quasiment du Seigneur des Anneaux de 2000, 2001, 2002 par rapport à la trilogie au préquel de 99 à 2005 quoi. Hein. C'est visuellement L'épisode 2, c'est le pire visuellement parce que sur le 1, il n'avait pas lâché tous les potards à fond. Il y avait quand même pas mal d'effets pratiques, beaucoup d'images de synthèse qui avaient l'air un poil limité. On a l'impression que pour le 2, bah, justement, grâce à ce qu'il avait fait pour le 1, il pouvait aller beaucoup plus loin. Et bah, ça se voit. Maintenant, là, c'est en HD, c'est violent. Il y a une scène dans le je crois que c'est dans le temple de Jedha où Obi-Wan discute avec Yoda qui est sur une espèce de landau volant là, avant que Grogu déjà Déjà, ouais. Et cette scène, visuellement, elle est horrible. C'est très très moche. mais la luminosité est dégueulasse aussi. Enfin, une espèce de coucher de soleil super lumineux qui inonde les couloirs du temple Jedi en général. C'est un peu moins ça dans le 3, mais ça se voit quand même. Mais par contre, le 2 a effectivement très très mal vieilli. Au niveau visuel, en tout cas. Après, sans parler de l'histoire, ça c'est au goût de chacun. Moi, j'aime bien le 2. C'est vrai? Ouais. C'est mon préféré de la prélogie, ouais. Ah tiens, ouais. C'est un classement intéressant. C'est original, ouais. Bah, t'es Bah pas oui. seul, hein. J'ai déjà lu des gens qui adoraient le 2. Bah, j'aime beaucoup l'ambiance polar un petit peu avec l'enquête d'Obi-Wan en fait. J'aime beaucoup toute cette partie où il va rechercher Jango Fett sur Camino. Je sais pas. C'est vrai que visuellement c'est pas terrible, c'est assez moche, mais je sais pas. Il y a une ambiance justement, bah, déjà un petit peu pour rebondir avec notre débat, hein, avec le Mandalorien, c'est-à-dire une quête d'un personnage tout seul comme ça un cheminement linéaire où finalement il découvre des choses et puis ça soulève des nouveaux mystères. Alors c'est une partie du film, hein, c'est pas tout le film, mais c'est vrai que moi j'avais bien aimé à l'époque et j'accroche encore pas mal quoi. L'enquête avec le saber d'art, la planète qui n'existe pas, enfin voilà, toute cette partie-là, je la trouve assez sympa. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que dans le Mandalorian, il y avait des petites allusions un petit peu à tout, un petit peu à cet état d'esprit-là. Voilà. C'est la partie qui me plaît le plus aussi dans l'épisode 2 parce que les autres parties, c'est soit lui qui est en train de s'engueuler avec Anakin, soit Anakin qui drague lourdement Padmé. Oui, ça c'est pas ce Ah, que. non, les scènes sur Naboo, elles sont top. Hein. Non, les scènes sur Naboo ont mal vieilli. En revanche, la petite partie avec Padmé qui joue à Mario, là, moi j'aime bien aussi ça. Je sais pas, ça dure pas longtemps. Moi, c'est le moment où 6PO fait limite des tractions qui me pose problème et R2 qui décolle, c'est toujours pas passé en fait. Moi, je peux pas faire de liste, hein, ça serait trop long. Depuis 2002, ça ne passe toujours pas. Moi, j'étais très bon client à l'époque, mais finesse. C'est vrai que c'est un film qui a 18 ans quand même. Et moi, j'oublierai jamais quand même la menace fantôme, hein, 99, qui est sorti quelques mois après Matrix. Et franchement, Matrix, c'est une claque. Vous regardez Matrix maintenant, ça a quasiment pas vieilli, alors que la menace fantôme, franchement, on pleure, quoi. Enfin, on pleurait déjà quand c'est sorti. Bon. Oh, Moi, je crois que c'est celui que alors, on a beaucoup dévié sur la prélo là, ouais. mais au final, je crois que avec du recul, c'est l'épisode 1 qui me plaît le plus en fait. Ah ouais? Parce qu'il y a Maul, on met de côté Jar Jar, évidemment. Oui. Mais Obi-Wan n'a pas encore son brushing que moi j'aime pas du tout du 2 et du 3.
Il a ce petit côté un C'est vrai peu que la natte, c'est nerveux mieux. qui perd dans le 2 et dans le 3. J'ai jamais été grand fan de Qui-Gon, mais en fait là, j'aime bien le Obi-Wan de l'épisode 1. J'aime pas Ah du ouais. tout l'idée d'avoir mis Anakin, d'avoir montré Anakin enfant. Pour moi, ça empêche de, de, de se l'imaginer en grand méchant parce qu'on l'a vu mignon et naïf. Et en fait, je suis pas fan du tout du 2 et du 3 parce que le 3, pour moi, le passage du côté obscur ne fonctionne pas du tout. Ah mais alors on est bien d'accord. Et moi je rajouterais que c'est pas tant le problème de que on l'ait vu enfant. Bon, déjà, bon, ça peut être un problème, mais c'est pas tant ça qui me pose problème, moi. Mais c'est que la moitié des dialogues du 2 consiste à dire ah Annie, qu'est-ce que tu as grandi? Il y a Jar Jar qui le dit, il y a Watto qui le dit, il y a Shmi qui le dit, il y a enfin tout le monde. Enfin à un moment, si on veut bien faire comprendre qu'il a Elle le changé. dit pas longtemps. Hein. Ouais, elle le dit pas longtemps, mais de toute façon, la plupart des personnes que j'ai citées ont deux lignes de dialogue. Euh, mais sauf malheureusement, sauf Nathalie Portman qu'on a plus. Euh, mais c'est une espèce de bourrage de crâne là-dessus sur qu'est-ce que t'as changé, qu'est-ce que t'as changé, qu'est-ce que t'as changé. Ouais, il a changé. Alors, Ouais. ce qui est C'est un hallucinant, gamin capricieux qui a grandi et toujours capricieux. Il a pas tant changé que ça. Hein. c'est hallucinant de se dire qu'à 20 ans d'écart, tu mets un gamin et finalement ça saoule tout le monde. Tu mets un bébé Yoda et tout le monde adhère, quoi. Est-ce qu'il parle pas? C'est sidérant. Oui, ouais. Il parle pas, mais bon, c'est pareil, il a la force et tout ça. Et si ça se trouve, on pestera contre lui dans quelques années quand on apprendra qu'en fait c'est Snoke ou un truc comme ça, quoi. Je sais. De La fait, route il est a dû longue. servir. Ouais. Il a dû servir ce dessin-là. Ouais. J'ai toujours Ouais. trouvé dommage en fait qu'ils aient pas gardé l'équipe du 1. En fait, bon, Qui-Gon est mort, hein. Voilà, c'est comme ça. Ah Mais, merde, le spoiler, là, c'est chaud. ouais. Mais le fait que Jar Jar a été mis de côté, bon, on est d'accord que Jar Jar est insupportable. Mais c'est vraiment un aveu d'échec de l'avoir mis de côté. Et ça perd l'espèce d'équipe qu'on avait dès le début. Alors qu'on s'était habitué à l'équipe, même avec les relous, même si 6PO était pas aussi relou que Jar Jar. Et puis même dans la post-clo, on a cet effet équipe qu'on suit pendant les 3 épisodes. Là, l'équipe, elle change tout le temps dans la prélo. Bah, dans la post-lo aussi, hein. Dans la post-lo aussi, on met des personnages de côté quand on voit que ça. Rose, c'est emblématique. Rose, c'est vraiment très dommage, c'est un aveu d'échec. Et ouais, elle a eu, au moins, quand beaucoup de personnes la détestent dans le 8. Moi, je fais partie des gens qui n'ont rien contre elle dans le 8. Et je suis un peu déçu qu'elle ait été mise de côté dans le 9. Ouais. Au moins, elle a eu une grande importance dans le 8 et elle n'était pas aussi relou que Jar Jar dans le 1. Alors, sur l'équipe qui change, c'est vrai qu'il y avait aussi besoin déjà d'isoler Anakin. Euh, donc à chaque fois, il l'envoie, il le sépare de son maître assez souvent parce qu'ils ont besoin de l'isoler. Mais c'est vrai que ça manque ce côté un peu équipe. À contrario, ils ont créé une espèce de micmac autour des droïdes et de à qui appartiennent les droïdes, où Anakin garde R2, Padmé a 6PO. Et des fois ils se les échangent, ils les reprennent les uns les autres. Enfin, c'est très très bizarre. Et dans The Clone Wars, on retrouve à peu près cette dynamique-là un peu bizarre. Je suis pas du tout convaincu par cette constitution d'équipe ou ce constitution d'acte de propriété des droïdes dans la prélogie. Je trouve ça assez déplaisant et surtout, je trouve ça quand même très très étonnant que personne au Temple Jedi ne se rende compte de ce qui se passe entre Anakin et la meuf, quoi. Enfin, parce que la meuf elle est enceinte, il passe ses nuits là-bas et personne s'en rend compte. Enfin, c'est et ils s'échangent, ils permutent leur droïde tout le temps. Enfin, Ouais. Et pour fermer cette longue parenthèse et raccrocher avec l'équipe, et c'était ça qui était cool dans Mandalorian. On avait une équipe. Ouais, enfin et maintenant, elle n'existe plus. Bon, alors à voir comment. Ton équipe. L'équipe, elle a varié quand même. À part le cœur d'équipe entre Grogu
équipe un peu particulière. Entre Grogu et Din Djarin, la plupart du temps, elle a la géométrie variable, quoi. Ah, C'est vrai. peut-être. Alors, on avait le noyau dur avec Mm. le Mando et Grogu, à lequel venaient se greffer quelques personnes. Mais au moins on avait ce noyau dur qui bougeait pas trop, bon, sauf quand il le mettait chez la nounou, quand il devait faire une mission à haut risque. Mais on était sûr qu'il le retrouvait juste derrière. Oui, c'est pas faux. Ouais. Là, on va avoir un petit changement d'équipe, donc à voir si ça perturbe. Ça va perturber de toute façon, forcément. Son l'absence de Grogu remet en question toute l'équipe de la série. Hein. Le Voilà. gars, il avait une raison d'être avec un passé de mercenaire, c'est de protéger une créature verte qui lui a piqué une boule sur son joystick de vaisseau. Maintenant, qu'il a même plus. Il a gardé la boule parce qu'elle a survécu à l'explosion du Razor Crest. Oui, d'ailleurs, moi, Et- je m'attendais à ce qu'il lui confie, à ce qu'il lui laisse en Avant de souvenir partir. pour quand il part avec Alors ça, Antoine, je En pense que pendentif. c'est volontaire. C'est volontaire, comme ça ils peuvent jauger comment ça se passe la saison 3 de Mandalorian. Si tout le monde s'en fiche de la conquête de Mandalore et du sabre noir, il y a toujours la quête de faut que je redonne la boule à Grogu qui peut arriver. Bah, de toute façon, je pense Ça, c'est cool. on va le voir à plusieurs reprises songeur sur cette boule régulièrement. Il va la sortir de sa poche, la regarder. Il va y avoir des flashbacks avec Grogu, donc ils vont continuer à vendre des poupées animées Grogu. Donc Ah, ça, c'est sûr, ouais. Ouais. Non, mais il va forcément. La quête de Grogu, peut-être, va aussi passer par des phases quand il va chercher Gideon. Enfin, quand il va forcément essayer de creuser aussi pourquoi l'Empire cherchait Grogu. Et puis, peut-être qu'on verra des scènes d'entraînement de Grogu avec Luke aussi dans un montage parallèle comme dans l'Empire contre-attaque. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et sinon, une des solutions, qui serait pas mal, c'est l'ellipse temporelle. Comme ça, Grogu, c'est plus bébé Yoda, c'est ado Yoda. Ah ouais. Et il se met à parler. Et donc les I am interactions, Grogu. cool. Et les interactions seraient beaucoup plus riches et on pourrait partir sur plein d'autres voies en fait. Alors faut pas qu'il s'engueule, qu'il fasse sa crise d'ado et qu'il s'engueule ou avec Luke ou avec le Mando, sinon ça va être pénible. Surtout que Luke il va avoir à gérer Ben Solo plus tard. Bon, ça... Ça Faut pas lui qu'il fait ait, un qu'il ait round que des d'entraînement. célèbres relous, quoi. C'est un vrai sujet. Il y a très peu de médias là pour l'instant sur cette période-là, hein, sur la période juste avant les films 7, 8, 9. On va voir s'ils creusent un petit peu. Il y a quelques séries qui ont été annoncées. Il y a un comics qui raconte comment Ben Solo devient Kylo Ren, euh, mais Ouais. qui est assez pour le coup elliptique lui, et qui donne pas toutes les clés sur qui était Snoke, parce qu'on apprend que il s'est fighté avec Luke et que donc en plus ça nourrit le sentiment de culpabilité de Solo à l'égard de Snoke. Et ça accroît le sentiment pour lui que Luke a quelque chose à cacher sur le savoir Jedi. C'est un sujet qui pourrait être très intéressant, parce que notamment il y a la question de la disparition du temple Jedi et l'élimination des condisciples de Ben Solo, des élèves de Luke, donc pourrait faire partie bien entendu la grenouille. Et du coup, et ce comics, je sais pas si tu l'as lu toi Antoine, moi j'ai trouvé ça faisait vraiment ça faisait du bien à lire parce que depuis le rachat de Disney, il y a presque rien en fait de concret entre le 6 et le 7. Et ce comics sur Ben Solo, il en donne quand même pas mal. Il donne quand même pas mal d'infos. Ah ouais. Non, je l'ai pas Il est, lu. il est un peu con. Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture. C'est en Ça- quatre mini-comics, c'est une mini-série, hein, on n'est pas sur les D'accord. trucs très longs, mais c'était pas mal. Ça en donne pas mal et puis ça, en fait, c'est comme ça donne l'impression que maintenant, ils peuvent lâcher les vannes et puis maintenant que la Postlo est sortie, ils ont pas vraiment plus vraiment de choses à garder secrètes, donc mais ils peuvent se lâcher et raconter plein de choses. Et il y a encore beaucoup de choses à raconter, hein, parce que Et il y a encore beaucoup de choses à raconter, effectivement.
On a bien vu dans les différents médias, enfin pour l'instant on était très resté sur ce qui était raconté dans 2 sources principales, mais au tout début de, de, de la, de la période post-Retour du Jedi, hein, avec les romans Aftermath et le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2. Mais bon, ça restait quand même très très court. Il y avait eu un comic sur Phasma qui donnait quelques trucs sur sa jeunesse, ou trucs comme ça. Des comics Pokémon qui étaient assez longs. Le bras de C3PO, je crois aussi, non? Il a son propre comics, lui? Je me rappelle plus. Il me semble qu'il y a eu un comics juste là-dessus. Ouais, c'est possible, parce qu'à un moment, en plus, je crois qu'il se. Ça me dit un truc, ouais. Ça doit être en lien avec les aventures de Pokémon, justement, parce qu'ils partent en même temps, ils se trimballent de 6PO pendant un temps aussi. Ça m'a pas marqué le bras de 6PO. Non, il y a des trucs que j'essaie d'oublier des fois. Et donc justement là, à part si vous voulez continuer sur Mando, mais on peut parler des nouvelles séries peut-être. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir, lesquelles vont pouvoir raconter ces histoires-là? Bah Rangers of the Republic a priori déjà. Ouais. Moi j'aime pas du tout ce titre, mais bon. C'est pas encore un truc comme Résistance, là, le truc où j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Ah bah il y avait ça aussi comme média, pas pensé. On sait pas si ça sera du live ou pas d'ailleurs. Si ça sera du live, Rangers. A priori c'est du live, je crois. Parce qu'en animation, ils ont annoncé le truc sur les droïdes. Ils ont annoncé Bad Batch. Ah, il y a eu le trailer de Bad Batch, ouais. Je sais pas s'il y a autre chose de prévu en animation. Ahsoka, c'est du live. Rogue Squadron, ça sera un film. Il y a Lando Calrissian. Sûrement un film aussi, sûrement un live. Oui. Je sais plus qu'il y en avait. Il y en a plein. Il y a aussi un truc sur la République, sur l'ancienne République, là, normalement. Je vais faire une rapide recherche Google. Bon, on a Obi-Wan, dont on n'a pas parlé. Obi-Wan, bien sûr, avec Hayden Christensen qui revient pour le bonheur des cinéphiles. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais alors, le pauvre, non, pas le pauvre, il a un peu maigri par rapport en 20 ans, en 15 ans. Et donc, si on le voit dans des flashbacks ou si on le voit avec sa tête cramée, en fait, ça va faire un peu bizarre. Il faut qu'il le maquille bien pour le grossir un petit peu ou qu'il mange un peu plus. Ou alors ils le font en tête cramée, hein, et ils le montrent Vador assis dans sa bulle de méditation, un peu la tête d'Iron Man, ou alors comme la tête d'Iron Man dans son casque. J'ai vu sa tête. C'est ça. Parce qu'il a vraiment pas le physique. Ouais. Je sais pas comment ils vont le. Ouais, ça fait plus. Je pense que ce sera sympa quand même de le revoir. C'est un peu, mais je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Parce que n'importe qui peut jouer Vador là, c'est un peu. J'ai envie de dire, il a déjà été joué par plein de gens. Et puis ça sera pas la voix de Hayden Christensen non plus. Bon. Oui, c'est ça. Il y a Andor, mais Andor, ça se passera avant Rogue One. Oui. The Acolyte, on sait pas. Alors ça, je me rappelle plus. Le pitch, c'est quoi? moi, j'ai pas vu de pitch là-dessus. J'ai juste vu le nom. The Acolyte, donc ça peut être très bien sur la règle de 2, ça peut être sur la jeunesse de Palpatine, ça. Mais t'as une secte qui s'appelle les acolytes de l'au-delà, The Acolyte of Beyond, dans les romans et dans l'univers étendu. Les acolytes anonymes? J'ai pensé ça. The Acolyte, c'est une série qui se veut dans les derniers jours de la Haute République. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais. Et donc on serait plutôt sur la règle de 2 et trucs comme ça, quoi. Ouais, sur la règle de 2 et Palpatine. On va voir, pourquoi pas. Droid Story, ce sera de l'animation, et Rogue Squadron. Moi, c'est Rogue Squadron qui m'emballe le plus dans la liste. Je dois avouer que je suis pas loin de. C'est quand Rogue Squadron? Bah ça on sait pas, si. On sait pas, mais il y aura des X-Wing.
Il y aura peut-être Ouais. Wedge. Peut-être Wedge, ça serait sympa aussi. Mais sinon, sur la Bah, liste, ouais. Rogue Squadron, si c'est de toute façon, c'est soit, enfin, on n'a pas d'escadron Rogue avant l'Empire contre-attaque pour l'instant. Ouais. Donc, Donc ça pourrait post-retour du Jedi. probablement, ouais. Ça pourrait être sympa, ça. Un peu comme les romans et les comics Rogue Squadron des années 90, hein, Ouais. qui étaient pas mal en plus, qui étaient super plaisants avec des trucs un peu sympas et qui pourraient coller avec une partie de l'histoire d'Aftermath. C'est-à-dire, on pourrait avoir l'escadron Rogue qui va libérer des mondes de la République, qui va affronter des dignitaires impériaux qui continuent à essayer de maintenir leur pouvoir, un peu comme ce qu'on en perçoit un tout petit peu dans la série Mandalorian, justement. D'ailleurs, Dans la c'est un dossier on que j'ai voit en cours de préparation. Mais... on voit très peu finalement. On comprend pas que l'Empire soit aussi présent. Ça fait partie quand même des gros mystères. Hein. Pour moi, après le Jedi, il y a plus d'Empire. Or, il est encore omniprésent et on a très peu d'explications. Bah, Alors, c'est comme dans l'ancien UE, hein. On avait déjà cet aspect-là. bah là, on a quand même en plus un élément de canon qui va enfin, qui laisserait penser que l'Empire devrait être très très affaibli et pas avoir autant d'ampleur. C'est que la bataille de Jakku, un an après le retour du Jedi, ils sont censés avoir précipité la fin de toutes les factions impériales autour de Galus Rax. Donc, C'est ça. il devrait y avoir plus personne normalement à part quelques gars qui ne seraient pas ralliés à Galus Rax. Moi, ma théorie, c'est que une partie des plans de Palpatine dans le cadre de la contingence, ça soit que Gideon et une partie des troupes se soient maintenus à l'écart pour continuer à le servir d'une façon ou d'une autre. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il a une toute petite flotte. Hein. On n'a pas un Star Destroyer. Alors qu'on a vu que des Star Destroyers jusqu'ici dans l'Empire sous Palpatine. Là, on a des Causanti, on a des Arquitens, enfin un Arquitens, peut-être un Arquitens, on ne sait pas trop ce que c'est, mais des vaisseaux de beaucoup plus petite taille qu'un Star Destroyer. Ouais, à voir comment. Mais en tout cas, ça laisse le champ ouvert pour expliquer des tonnes de choses avec l'avènement du Premier Ordre aussi. Ouais, C'est ouais, cool ça c'est. qu'ils annoncent tout ça. Ça veut dire que maintenant, ils sont peinards, ils peuvent y aller à fond. Ce qui est moi m'a embêté, c'est que pour m'embêter sans m'embêter non plus, c'est qu'on avait que des séries, quoi, que du contenu Disney+, sauf Rogue Squadron qui devrait sortir au ciné, je pense. Mais on n'a aucune news sur la probable trilogie de Rian Johnson, s'il est encore dessus, ou sur la suite. Il y a Taika Waititi qui doit faire un film aussi. Et il y avait eu ça qui avait été annoncé pendant un moment. Et donc, soit c'est compromis, soit ils font encore culture du secret parce que c'est trop light pour l'instant, ils peuvent pas se permettre. Mais il y a beaucoup de choses dont on avait entendu parler ces dernières années, dont on n'a plus aucune news. Rian Johnson, ça paraissait assez évident que l'épisode 8, il devait aller vers d'autres directions, très certainement avec les gamins qui ont des pouvoirs Jedi et tout ça, mais comme l'épisode 8 a été reçu de la manière que l'on sait, on sait pas du tout, enfin, plus personne n'en entend parler, hein, c'est pas sûr du tout que ça tienne encore la route. Comme tu dis, c'est le flou complet, ça n'a pas été ni annulé ni confirmé, hein, la trilogie Rian Johnson. J'ai pas entendu d'annulation officielle, contrairement à d'autres. Il y avait je sais plus qui là qui devait faire. Ouais, les frères. Non, il y a Vice et je sais plus comment ils s'appellent, les showrunners de Game of Thrones qui ont jeté l'éponge ou qui ont été jetés, je sais pas. Eux, ils ont jeté l'éponge, ouais. Mais Rian Johnson, on sait pas du tout. Est-ce qu'il reste sur Star Wars ou est-ce qu'il est complètement décrédibilisé entre guillemets. Enfin, encore une fois, moi j'aime bien l'épisode 8, hein, mais c'est vrai qu'il part dans une direction qui a été complètement rectifiée ensuite sous forme de ce que j'appelle les cadavres esquis, c'est-à-dire on repart sur
on prend J.J. Abrams pour revenir sur quelque chose de plus acceptable. beaucoup moins ambitieux, quoi, mais qui rassure tout le monde et qui boucle une trilogie finalement assez. Tiens, il y a un bouquin d'ailleurs qui est sorti que j'ai toujours pas, enfin j'ai pas fini de le lire, mais qui a l'air assez sympa. Je vous donne la référence si vous voulez. C'est le Euh, Ford Edition ou pas? Moi, je viens de l'avoir à Noël, si c'est celui-là. Disney et l'héritage de George Lucas, de Thibaut Claudel. C'est un Français qui a écrit ça. Ah, bah, oui, je l'ai eu à Noël, justement. Donc, il faut que je le Ouais, lise. voilà. Sur justement toutes les incohérences depuis le rachat par Disney. Enfin, un petit peu. Sa thèse, c'est que Disney avait un peu de l'or dans les mains et en a fait un peu n'importe quoi au cinéma enfin, en tout cas, quoi. Parce que finalement, bah, la série Mandalorian rétablit un petit peu l'équilibre dans la force, si on peut dire. En tout cas, réconcilie la fanbase avec les produits Disney, même si c'est surtout la post-logie qui souffrait de ce problème-là, moins les stand-alone, les spin-offs, surtout Rogue One qui était Oui, surtout Rogue One, parce que qui avait sa Solo, fanbase. hors antenne, Solo, c'est pas un mauvais film, mais bon, c'est pareil, enfin, sur les deux spin-offs, c'est du 50-50 finalement, en termes C'est ça, de ouais. De popularité. Oui. Enfin, ressenti. de satisfaction avec le public. Ouais. Du public. Ouais, mais après, je sais pas quelle part de satisfaction provoque, ne provoque pas Solo, qui est lié à l'épisode 8 aussi, quoi. Ah oui, c'est un élément de contexte qui a flingué Solo, quoi. un calendrier de sortie assez particulier. Ça, c'est les mystères de Disney. Qui n'a pas aidé. Oui, il y a eu des erreurs stratégiques évidentes, hein, c'est clair. Mais encore une fois, comment dire, l'angle d'attaque de Ryan Johnson, moi je le trouvais pas forcément inintéressant, mais je pense que ça sera jamais, on n'ira plus jamais vers ça parce que voilà, ça a tellement clivé, il y a eu tellement de débats, de gens mécontents que bon, voilà. Il est perturbant son point de vue, mais Ouais. lui donner une trilogie sans les héros qu'on connaît, Pourquoi moi pas. je suis 100% partant. Et après, surtout que l'épisode 8, plus je le revois, mieux je m'y fais. Je faisais partie des déçus au premier visionnage. Et puis maintenant, j'arrive à y croire, hein, celui que désabusé, qui était au top et qui est devenu complet, qui a pété un câble après. Bah, en fait, Après ce qui s'est passé avec quand tu vois bien le film, il pète pas tant que ça un câble. Il est désabusé au départ, mais toute la fin, moi, je la trouve assez magistrale, quoi. La possession de la force qui lui permet de faire des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Moi, j'ai trouvé ça assez fort finalement, et c'est tout à fait dans la continuité. Enfin, quand on regardait les épisodes les uns après les autres, c'était ça à chaque fois. Hein. C'était à chaque nouvel épisode, les pouvoirs de la force allaient de plus en plus loin, quoi. Donc, moi, je sais pas, je le trouve finalement assez cohérent, quoi. Bon, après, il y a des partis pris qui choquent. Il y a quelques plans. Bon, le plan du fer à repasser. Moi, ça m'a fait rire la première fois. Je sais qu'il y a des fans, ça les a complètement saulés. Bon, les fans de Star Wars se saoulent vite pour plein de trucs. oui, aussi. Mais le plan, moi j'ai bien aimé le plan du faire passer, je trouve ça génial. Moi, ce qui m'a le plus chiffonné en fait, c'est effectivement le côté Kadavretsky plus que le sort qui a été réservé à Luke. J'aurais préféré qu'il soit que JJ ait pas la scène de fin de l'épisode 7. Parce que pour le coup, là où se plante Ryan Johnson, c'est il prend le personnage qu'il met en tenue de cérémonie Jedi telle qu'on l'imagine, et en final, on ne sait pas pourquoi il s'est habillé comme ça ce jour-là, parce qu'en fait, il n'en a rien à battre. Bah oui. Mais bon, c'est après, moi, je suis très très fan du personnage de Luke tel qu'il a été montré par Ryan Johnson.
sa vision de l'ordre Jedi, sa vision de qu'est-ce qu'il faut, enfin, est-ce que les choses vont être terminées, mais en même temps qui est très attaché au fait que l'arbre qui abrite les rouleaux soit pas détruit. Il y a toute une ambiguïté dans ce Luke-là qui n'existait pas dans les personnages, enfin dans les autres Jedi qu'on avait eus, c'est-à-dire le côté un peu, je me détache de certaines choses qui sont physiques et qui sont l'incarnation physique de l'ordre Jedi, qui est aussi une des sources du problème du déséquilibre dans la Force. Il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la Force si c'est tout blanc, quoi. Ouais. Et en même temps, il le fait sauver ces rouleaux-là facétieusement par Rey, qui les a planqués sous la couchette dans le Faucon Millennium, quoi. Je trouve ça intéressant, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène finale de projection de force de Luke, capable alors, pour le coup, il n'est pas capable de prouesse physique par la force, il est capable de prouesse visuelle, même s'il transporte il transporte quand même les dés. Mais en même temps, J.J. Abrams, c'est encore pire dans les scènes de combat, enfin de rencontre entre Rey et Kylo Ren dans l'épisode 9, parce qu'il va encore plus loin dans le délire. Mais je trouve aussi que l'utilisation, la direction d'acteur de Mark Hamill est une des plus intéressantes depuis. Pour l'acteur, je sais qu'il a eu des mots pas très tendres, mais je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles en fait aussi. Le personnage tel qu'il est incarné, de vieux désabusé. Quand vous l'avez rencontré en vrai, Mark Hamill, en fait, il est comme ça, quoi. Il est imprévisible, il est capable de sortir. Moi, je me souviens d'une rencontre où j'étais venu faire signer des timbres français. Il venait en France et j'avais amené mes 2 filles. Et d'un seul coup, il se lève de sa chaise, il dit « Wow, un fan qui est venu avec 2 enfants et tout ». Et il prend mes filles dans les bras. Il a dédicacé tes filles. mais non, mais il les prend dans les bras et il leur fait la bise devant tout le monde, quoi. J'en étais, je savais plus où me mettre et franchement, et j'ai vu, je sais que à un moment ça lui a été reproché aussi. Il écrivait des conneries, les gens qui lui faisaient dédicacer des cartes tops, ils mettaient des conneries dessus. Je sais pas si vous avez vu ça. Si, mais c'était assez rigolo d'ailleurs. Ouais, je trouvais très drôle. Et je sais pas, je trouve que cet épisode 8 en fait lui correspond très très bien finalement. Enfin voilà. Si tu regardes aussi son expérience autour de la fameuse scène coupée de la grotte où il construit son sabre laser, ou quelques années avant au Comic-Con, alors ça c'est la scène coupée qui figure sur le Blu-ray de 2011, donc au Comic-Con de 2009 ou 2010, quand ils annoncent un peu qu'il va y avoir cette scène-là, il y a quelqu'un qui lui pose la question sur une interview et il dit qu'il n'a jamais tourné cette scène-là. Ouais. Pour la sortie du Blu-ray, il endosse carrément le truc. Il y a aucun problème, c'est lui qui a tourné la scène. Mais voilà quoi, il a toujours été un peu dans son ton très à la fois dans son implication partisane dans la politique américaine, un peu différent des autres héros il est Star Wars. De décoffrage, Mark Hamill. Mais moi j'aime bien, je trouve plutôt, enfin voilà, moi j'aime bien le personnage qu'ils ont construit. Et pour dire, enfin, le jeu d'acteur de Mark Hamill, avant, au-delà de son grand talent pour le doublage, c'est pas les 3 films de George Lucas, enfin de la trilogie originale qui nous permettent de vraiment mesurer son talent. Et autant de la Guerre des Étoiles, le Holiday Special, pas vraiment plus. Wing Commander. Donc le jeu vidéo CD, bon, pas trop, mais bon, moi c'est le Joker ou de Batman voilà, de 92, hein. Ouais, Commander, il y a personne qui. Ah non, mais bon, je suis sûr qu'il y a une direction d'acteurs dans Commander. Ils étaient tous en roue libre. Hein. Ça se sent quand même. Mais bon, voilà, moi là c'est la première fois qu'il joue vraiment en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un vrai rôle. Ouais. Parce que le rôle de gamin qui se confronte à des trucs, enfin, il y a une raison pour laquelle il n'a pas fait carrière cinématographiquement après le Retour de Jedi. Hein. Et c'est pas qu'une malédiction Star Warsienne.
je pense. C'est peut-être à cause de George. Parce que Ewan McGregor avait déjà sa carrière avant. Mais c'est ça. Il avait déjà commencé un petit peu. Très peu Harrison Ford. Très très peu, c'est vrai. Mais il avait son charisme naturel. Et puis il a eu Indiana Jones aussi. C'est ça. Il a eu Indiana Jones. Et le pauvre Hayden, avec les dialogues qu'il a eu à jouer pour la prélo, ça a joué en sa défaveur quand même. Bon, ouais. Je me rappelle des interviews de Carrie Fisher qui disait que le texte des dialogues de Lucas était imbitable et impossible à lire. Enfin, c'était un supplice pour les acteurs. Oui, puis une direction d'acteur plus vite, plus intense. Bon. C'est ça. Voilà. Bon, on a fait quand même un grand tour de l'actualité ou de l'histoire de Star Wars ce soir. Je vous remercie pour ce temps passé avec nous. C'était un vrai bilan, pas que de Mandalorian. Visiblement, on allait un peu plus loin, on a débordé un peu du cadre de la copie, mais ça a fait plaisir de parler de tous ces sujets-là. Je pense que je vais m'amuser à faire le montage pour illustrer tous les sujets dont on a parlé. Je pense que je vais faire il y aura certainement des trucs un peu de facilité qui vont être faits. Je m'en excuse par avance. C'est trop long, sinon ça ne marchera pas. J'espère que ça va passer le format. Si on se montrera en 2 épisodes, je ferai en 2 fois. Voilà, pour que ce soit trop long, parce qu'on est déjà plus d'1h30 de discussion. Je vous remercie Antoine, je vous remercie Guillaume. Merci beaucoup. Et merci à toi pour l'invite encore. C'est toujours un plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour parler de Star Wars et d'autres choses sur Fulguropop. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. Merci.